Je suis Anne-Cécile Bras, je suis responsable de C'est pas du vent, qui est l'émission environnement de Radio France Internationale, et ça fait une dizaine d'années que je fais cette émission. C'est un sujet très complexe sur lequel j'ai beaucoup évolué en 10 ans. Au départ, j'ai toujours donné la parole à des scientifiques, puisque pour moi, ça c'est la base de l'information. Voilà, il faut donner les faits. Ensuite, pour que les faits soient audibles par les gens, il faut vulgariser la science. Aujourd'hui, on a de la chance, les scientifiques sont sortis des laboratoires, ils ont fait un travail colossal pour vulgariser ces connaissances. À titre personnel, j'ai acquis une bonne connaissance de base du sujet, on va dire. J'essaye toujours, quand je fais une interview de climatologue, d'être vraiment au niveau zéro de l'auditeur, en me disant je connais rien, donc je pose des questions le plus simple possible. L'autre dimension qui me semble essentielle, et c'est ce qu'on fait dans C'est pas du vent, c'est ancrer ces propos scientifiques dans la réalité. Donner la parole aux scientifiques et ancrer cette parole scientifique dans une réalité de terrain vécue par les gens. Après, il y a plein d'acteurs qui sont montés en première ligne durant ces 10 dernières années, les entreprises qui se positionnent de plus en plus et auxquelles il faut donner la parole parce qu'on ne le fera pas sans, et les ONG qui, bien sûr, publient des rapports, font leur travail de lobbying. Voilà. Donc, je donne évidemment la parole aussi à tous ces acteurs-là. Il y a eu un enthousiasme fort il y a 10 ans, justement, en 2009. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'RFI a décidé de créer C'est pas du vent, qui était une quotidienne au départ, d'ailleurs, pendant 2 ans et demi. Parce qu'il y avait la conférence de Copenhague qui a eu à ce moment-là, dans tous les médias, dans de nombreux pays dans le monde, une espèce d'émulation. Il a fallu se battre par moments pour légitimer l'importance de parler de ces sujets sur un média comme RFI. Et puis, je dirais qu'avec la conférence de Paris en 2015, là, c'est revenu vraiment massivement à la une des médias. Un matin, j'allume la radio et j'entends, comme tous les ans, le GIEC vient de publier son rapport. Donc là, je me suis dit, il y a quand même un vrai problème. Il va falloir former les journalistes en interne. Donc, j'ai fait venir Laurence Toubiana, Valérie Masson-Delmotte, plusieurs personnes qui sont venues former les journalistes des tranches d'infos phares, c'est-à-dire la matinale, le 13h, le 19h, les secrétaires de rédaction, et 1 à 2 journalistes par service. Le service économie, le service international, le service France. Au moment où la conférence de Paris s'est ouverte, on avait un petit pool de journalistes qui savaient de quoi on parlait. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont découvert ce sujet en 2015 et qui sont restés attentifs et qui, du coup, ont fait du lobbying au sein de leurs propres médias pour continuer à en parler. Mon premier conseil, c'est lire le résumé pour les décideurs du rapport du GIEC, le dernier. Lire le résumé pour les décideurs du rapport de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. C'est la base. C'est-à-dire, si on n'a pas lu ça, on n'a rien lu. Ensuite, le changement climatique expliqué à ma fille. C'est aux éditions du Seuil, ça coûte 7 €. L'Atlas de l'Anthropocène de François Gémen, bien entendu. Lecture de base aussi à avoir dans toute bonne bibliothèque. Sur tous les enjeux, c'est extraordinaire. Le lobbying, il est bien là, et en tant que journaliste, il faut vraiment se méfier. Le greenwashing, c'est très facile. Il faut jamais, en fait, croire une entreprise quand elle vous dit ce que je fais pour le climat, c'est bien. Jamais. Il faut toujours vérifier. Parfois, c'est bien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'entreprises qui vont dans le bon sens. Il y en a qui font des choses formidables, qui essayent de diminuer leur impact, qui revoient leur modèle. En fait, à partir du moment où c'est une multinationale, par principe, elle n'est pas climato-compatible. Quand on a compris ça, attention, méfiance. Donc moi, je préfère donner la parole en fait à des entreprises qui innovent,
qui se crée et qui incarne pour moi les valeurs de la transition écologique, alors, que donner la parole à Total qui a décidé de faire des éoliennes et du solaire. C'est bien, mais quand ils arrêteront de financer les énergies fossiles, on en reparlera. Savoir de quoi on parle en ayant une bonne culture générale, oui. Le rôle du média, le rôle du journaliste, c'est de faire le lien entre le sachant et le grand public. C'est pas d'être multi-sachant soi-même. Aller sur le terrain, ça serait peut-être ça mon conseil numéro 1. Parce que finalement, donner la parole à des scientifiques qui viennent de publier un rapport, pas très compliqué. Il faut faire un effort de vulgarisation. Aller voir les gens qui subissent les conséquences du dérèglement climatique en Afrique ou ailleurs. Faut ressentir, en fait, pour en parler bien, le changement climatique. Et si on reste dans les bouquins, dans son bureau, on n'a pas les tripes, quoi. Or, c'est un sujet où, oui, il faut être militant aujourd'hui. Ouais, en Asie, par exemple, les plantations de palmiers à huile en Asie, quoi, qui déforestent les forêts primaires de façon massive. Là, il y a encore un rapport qui est sorti qui montre qu'il y a encore eu 24 millions d'hectares de forêts primaires tropicales qui ont été déforestées en 2019. Alors, quand on lit le rapport, on se dit « Oh, bah zut, ça fait un terrain de foot toutes les 6 secondes, c'est beaucoup. » Mais quand on est allé sur le terrain, quand on a vu les ravages, pareil, on n'en parle pas de la même façon. Il y a un travail formidable qui est celui, par exemple, fait par Samuel Turpin, qui s'appelle Humans and Climate Change, et qui suit pendant 10 ans 12 familles dans 10 pays sur l'impact du dérèglement climatique. Au Pérou, en Suisse, qui vont voir des familles aujourd'hui et ils vont les suivre pendant 10 ans. Et ils font des reportages audio et photos. C'est remarquable parce que là, pour le coup, si on n'a pas l'occasion de bouger, eux bougent pour nous. Green Blood, l'enquête hors norme sur les scandales environnementaux dans les mines. C'est le réseau de journalisme d'investigation Forbidden Stories. Après, il y a des ONG qui font du travail formidable, de fourmis. Je pense à Lucie Pinson, là, avec son ONG Reclaim Finance, qui piste à la culotte toutes les banques sur leurs investissements. Les banques, les sociétés d'assurance, tout, parce que c'est une des clés massives, où va l'argent. Et elle lâche rien.